me semble un petit peu que pour comprendre la meilleure façon d'aider les jeunes que vous avez à accueillir aujourd'hui, et qui sont des jeunes qui ont été exclus du système éducatif, il me semble qu'il faut comprendre pourquoi ces jeunes ont été exclus du système éducatif. Et je crois que pour comprendre cela, il faut se pencher un petit peu en arrière et examiner ce mouvement qu'on a appelé de démocratisation de l'école, et qui en réalité était un mouvement de simple massification de l'école, qui a consisté à faire rentrer dans une institution scolaire une masse de gens sans s'interroger finalement pour savoir si ces gens étaient capables de recevoir le savoir scolaire qu'on allait leur distribuer. Alors, au fond, sur quoi était construite l'école jusqu'à présent, jusqu'à il y a 20 ou 30 ans? Elle était construite sur des principes relativement simples. C'est que les gens venaient en classe pour assimiler des savoirs dont ils étaient demandeurs, pour assimiler des savoirs qu'ils savaient construire, et pour assimiler des savoirs sur lesquels ils avaient déjà des capacités que j'appelle dans mon jargon métacognitives, c'est-à-dire des savoirs par rapport auxquels ils pouvaient se situer d'une manière stratégique, en identifiant les bonnes procédures pour se les approprier. Et ce qui caractérise l'école aujourd'hui, c'est qu'elle a à scolariser une masse de jeunes qui ne sont pas demandeurs de savoir, une masse de jeunes qui ne savent pas construire les savoirs, et une masse de jeunes qui ne sont pas stratèges dans ces savoirs, parce que toutes ces capacités-là, ils ne les ont pas acquises grâce aux stimulations de leur milieu familial. Or, avec l'exigence sociale, qui est aussi une exigence éthique pour moi, de rendre l'immense majorité des jeunes maîtres de savoir minimum pour comprendre le monde et pas pour être des marionnettes manipulées dans ce monde, il faut, et c'est un défi tout à fait extraordinaire et tout à fait difficile, rendre les jeunes demandeurs de ce savoir. Alors vous me direz, c'est pas un problème tout à fait nouveau, ça. Parce qu'on a toujours dit, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Enfin, il y a quand même une très grande différence entre un âne et un élève. C'est qu'un âne, quand il fait chaud, il suffit d'attendre. Et puis il finit toujours par avoir soif. Alors qu'un élève, vous pouvez vous abstenir de lui faire des mathématiques pendant une éternité. Il ne demandera pas forcément le théorème de Pythagore. Donc la tâche du maître, et c'est bien une tâche tout à fait nouvelle, s'il veut que l'élève s'approprie des savoirs, s'il veut que l'élève fasse sien ces savoirs, c'est de le rendre demandeur de savoir, c'est-à-dire de créer des situations où ces savoirs soient rendus nécessaires, de créer des situations où ces savoirs apparaissent comme des réponses, comme des solutions à des problèmes que les jeunes peuvent rencontrer. Et c'est pour ça que nous travaillons beaucoup aujourd'hui sur une notion tout à fait centrale qui est la notion d'obstacle. Quand un jeune a un projet, quand un jeune veut faire quelque chose, quand un jeune a une idée, quand il a une tâche à réaliser, eh bien, ce qui nous paraît important d'identifier avec lui, c'est les obstacles qu'il peut rencontrer, parce que c'est à ces obstacles que l'on pourra articuler des objectifs de formation. Tout le travail du formateur, c'est de partir des projets que les jeunes peuvent avoir, ou de susciter des projets, parce qu'il arrive qu'il faille susciter des projets, que les jeunes n'aient pas en eux-mêmes l'idée d'inventer des projets, de partir des projets que les jeunes peuvent avoir ou qu'on peut susciter, et d'identifier avec eux les obstacles qu'ils rencontrent, de faire repérer ces obstacles pour, à partir de là, les transformer en objectifs, engager une dynamique par laquelle l'élève, le jeune, deviendra demandeur de savoir, demandeur d'appropriation de ses objectifs pour surmonter les obstacles et pour pouvoir réaliser la tâche qu'il s'est donnée. Alors ça, c'est difficile parce que quand le jeune rencontre l'obstacle, sa tentation première, c'est pas d'apprendre. Sa tentation première, c'est de se débrouiller à ne pas avoir à apprendre. Quand votre télé est en panne, votre tentation première, c'est pas d'apprendre l'électronique, c'est d'appeler un réparateur. Bon. C'est pas grave parce que vous n'êtes pas chargé, vous n'avez pas comme tâche d'apprendre l'électronique pour vous. Mais les jeunes, il faut qu'ils s'approprient des savoirs. Donc, le travail du formateur va être, et c'est un travail qui est difficile parce qu'il est en grande partie négatif, va être d'empêcher que l'obstacle ayant émergé, on puisse lever l'obstacle sans avoir appris. Ça va être de finaliser l'objectif d'appropriation en le rattachant à l'obstacle qui aura émergé dans le travail sur la tâche. Ça nous paraît tout à fait déterminant, et il nous semble que c'est autour de ça
qu'on peut faire une véritable pédagogie du projet. Partir d'un projet existant, ou susciter un projet chez les jeunes, mais travailler au moment où la difficulté surgit pour articuler à cette difficulté des situations de formation qui seront finalisées. Parce que le jeune aura découvert un obstacle et que le savoir qu'on lui présentera à s'approprier aura un sens pour lui, pour résoudre et pour lever cet obstacle. Alors entendons-nous bien, je ne dis pas du tout que c'est mécanique. En pédagogie, il n'y a jamais de mécanique. C'est un travail où la personne intervient beaucoup, c'est un travail où la stimulation intervient beaucoup, c'est un travail où progressivement avec le jeune, on essaye de s'approprier le monde, de le comprendre, de dépasser ce qu'on ne comprend pas, pour se construire progressivement des connaissances. Hein. Alors ça me paraît être une chose tout à fait essentielle et déterminante à faire dans les dispositifs que vous animez, en profitant des activités et des tâches que vous réalisez. Alors, bien sûr, il y aurait une dérive à ça, un danger, qui serait une espèce de scolarisation des projets. Il ne faut pas que le jeune soit démobilisé par rapport à son projet, parce qu'il n'y verrait plus qu'un prétexte que le formateur manipulerait pour lui faire effectuer des apprentissages. Donc il y a un équilibre très subtil à garder entre une scolarisation excessive du projet qui en ferait une simple occasion d'apprentissage et qui ferait que le jeune désinvestirait le projet, et une finalisation excessive du projet qui ferait que pour réaliser le projet, on court-circuiterait l'apprentissage en se débrouillant pour ne pas lever l'obstacle. Et je dis, personne ne peut faire l'économie au formateur de cette tension très forte entre le projet et l'apprentissage. Il y a une tension constitutive du travail que vous menez en formation. Une tension qui est tellement constitutive qu'à tout instant vous la retrouvez dans vos activités. Ou bien vous privilégiez le projet. Et à ce moment-là, vous avez la tendance, on a tous tendance, à ne faire les activités que par ceux qui savent déjà les faire. Voire à faire l'activité nous-mêmes. Le bon animateur croit que les gens avec qui il travaille fabriquent de beaux projets, et s'il n'y arrive pas, il les fabrique lui-même, parce qu'au fond, c'est plus gratifiant. Alors, il y a cette aspiration par le projet qui peut fonctionner, et qui est une aspiration qui va empêcher les apprentissages. Et puis, il y aurait de notre côté une autre aspiration, enfin, qui est l'aspiration scolaire, qui consiste à ne voir que les apprentissages en les déconnectant du projet. Alors, je crois que, sachons bien qu'aucun dispositif ne peut nous faire l'économie de cette tension. C'est-à-dire que c'est au formateur, avec le jeune, à négocier toujours la part à affecter au projet qui le mobilise et qui le finalise, et les moments à affecter aux apprentissages où on suspend l'exigence productive pour prendre le temps d'apprendre en étant dégagé du projet. Et je dirais volontiers que c'est un peu là le modèle d'une véritable pédagogie par alternance, c'est-à-dire d'une pédagogie dans laquelle on est mis en situation de fabrication, de production, de mobilisation, et où à certains moments, à d'autres moments, eh bien, on va être mis en situation d'apprentissage articulé à cette production. Mais vous voyez bien à quel point, dans cette dynamique, le rôle du formateur, de l'animateur, n'est pas un rôle codé qui pourrait se limiter à l'application de recettes. Il est un rôle de négociation avec le jeune. Il est un rôle d'observation avec le jeune du moment où, par exemple, les apprentissages sont trop lourds et la mobilisation sur le projet n'est pas assez suffisante. Alors il faut réintroduire la finalisation. Et puis du moment où l'aspiration par le projet prend trop d'importance, et où alors il faut introduire l'apprentissage. Cette négociation, il faut la faire en soi, pour soi, en équipe d'animation, et la faire aussi avec le jeune, en négociation avec lui, pour articuler subtilement ces deux éléments. Alors ça, c'était pour la première partie de ce que je voulais vous dire. En quoi un dispositif de formation qui se veut une alternative réelle par rapport à l'école, et non pas la même chose que l'école, le même contrat, mais en plus ou en moins, en quoi un système de formation peut être véritablement occasion de créer chez le jeune de la demande de savoir.
Le deuxième élément serait de rendre le jeune pas seulement demandeur de savoir, mais aussi constructeur de savoir. Et je crois que c'est très important de garder très présent à l'esprit l'idée que le savoir ne se reçoit pas, mais qu'il se construit. Et qu'il se construit dans une opération mentale, qu'il se construit dans quelque chose qui nous est invisible parce que c'est tellement habituel pour nous, on le maîtrise tellement bien qu'on ne voit plus qu'on le fait. Hein. Je vais prendre un exemple tout simple et tout bête, emprunté aux travaux de l'américain Brunner. Un exemple concernant l'école maternelle. Hein. Imaginons un instituteur qui veut faire apprendre à ses élèves ce que c'est qu'un carré. Alors il va leur dessiner un carré au tableau, un vrai, pas comme le mien qui est tout de guingois. Il va leur dire, regardez, voilà un carré. Alors observez bien cela et dites-moi quelles sont les caractéristiques du carré. Alors les élèves réfléchissent et puis immédiatement il y a une réponse qui vient à l'esprit et qui est tout à fait exacte. C'est un carré, c'est un machin noir. C'est un machin noir, tout à fait, un carré c'est un machin noir. Parce que le prof ne sait pas que pour construire l'idée de carré, il ne faut pas regarder un carré, mais il faut comparer toute une série de carrés, des grands, des petits, des carrés qui soient posés sur le côté et d'autres qui soient posés sur l'angle, des bleus, des verts, des rouges, des carrés qui soient pleins et des carrés qui soient vides. Et il faut, à partir de tout un travail de comparaison entre ces carrés, faire une hypothèse sur les éléments constitutifs du concept de carré et renvoyer ensuite cette hypothèse aux exemples initiaux. Ça, c'est une opération mentale. Or, les jeunes qui ne savent pas faire ces opérations mentales sont des jeunes qui, dans l'état actuel des choses, ne savent pas réussir à l'école parce que l'école ne leur apprend pas à faire ces opérations mentales. Alors, je sais bien que quand je parle d'opération mentale, enfin, ça peut effrayer, parce que ce terme d'opération mentale fait compliqué et abstrait, mais en même temps, c'est quelque chose de très très simple. J'ai donné un exemple sur une opération mentale qu'on appelle la construction de l'abstraction. En réalité, il ne faut pas chercher l'aspect technique de cette affaire. Ce qui est important, c'est plutôt la démarche qu'il y a derrière. C'est-à-dire que si on veut aider vraiment le jeune à apprendre, il ne faut pas s'obstiner à lui dire de faire ça, mais essayer de chercher avec lui qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête pour qu'il y arrive. C'est ça qui est important. Alors peu importe qu'on utilise ce qu'on appelle en termes savants des taxonomies, des algorithmes ou des choses comme cela, ce qui est important c'est ce travail qui consiste à se situer du côté de la genèse, du côté du processus et non pas du côté du résultat. Or très souvent à l'école on se situe du côté du résultat, même pour des exercices très simples, hein, on lui dit apprends ta leçon, on lui dit révise ton contrôle. En plus, réviser un contrôle, c'est sacrément important parce que c'est aux notes des contrôles qu'il va passer en classe supérieure. Mais est-ce qu'il sait comment on révise un contrôle? Est-ce qu'il sait quelles sont les opérations qu'il faut faire pour réviser un contrôle? Est-ce qu'il sait que réviser un contrôle, c'est imaginer les questions du professeur, chercher les points difficiles, se redonner des définitions, etc. Autrement dit, aider le jeune, c'est le faire interroger les apprentissages sous l'angle de ce que nous appelons des opérations, des démarches, de tout ce qui constitue ces apprentissages et qui permet d'en restituer l'histoire. Et ça peut se faire à des occasions, je veux dire, qui sont très triviales, à l'occasion d'apprentissages qui ne sont pas nécessairement très complexes. Dans une conversation, ça se joue, ce genre de choses. L'emploi des concepts. Un gamin parle d'un autre qui est généreux ou d'un autre qui ne l'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui t'a permis de construire ce concept? Comment intègres-tu cette personne dans cette catégorie? On parle d'un voilier, on parle de quelle est la différence entre un voilier et une planche à voile, pourquoi il y a deux concepts différents, qu'est-ce qui est un élément constitutif de la classe des voiliers qu'on ne trouve pas dans la classe des planches à voile. Évidemment, on ne va pas parler comme ça, mais évidemment, on va travailler pour essayer de faire effectuer des opérations mentales permettant d'opérer des classifications rigoureuses. Enfin, c'est tout ce travail-là qui est important. Alors stratège dans les savoirs, pour moi, ça veut dire capable de se connaître assez bien lui-même pour identifier ce qui est le plus efficace pour lui. Nous savons aujourd'hui avec beaucoup de certitude, et là les chercheurs sont très formels,
que chacun d'entre nous, nous sommes constitués une personnalité cognitive. C'est-à-dire que nous apprenons plutôt d'une manière auditive ou visuelle, parce que nous retenons, parce que nous entendons, parce que nous voyons, ou parce que nous manipulons. Nous travaillons plutôt d'une manière massée par des temps longs, ou plutôt sur des temps courts et très intenses. Nous travaillons plutôt dans l'interaction avec quelqu'un, ou plutôt d'une manière solitaire. Nous arrivons plutôt à parler parce qu'on a écrit d'abord, ou plutôt à écrire parce qu'on a parlé d'abord, et ainsi de suite. Donc aider l'élève, aider le jeune pour vous à être efficace intellectuellement, c'est l'aider à identifier la manière, la méthode, ce que nous appelons la procédure, qui pour lui va être la plus rentable. Alors, je vais essayer de prendre une métaphore très simple, qui réunit ces trois paramètres. Que l'élève est un projet, que le jeune est un projet, qu'il se représente ce projet, qu'il est une structure et qu'il est une procédure. On peut prendre un exemple vraiment très trivial, un enfant qui veut retapisser sa chambre. Bon, il a le projet de retapisser sa chambre. Ce projet, si je veux l'aider à le clarifier, il faut que je l'aide à identifier ce que j'appelle les critères, les consignes critères, c'est-à-dire ce à quoi il saura que sa chambre est bien tapissée. Ma chambre est bien tapissée si les laits de papier sont bien collés comme il faut, si en haut c'est pas découpé n'importe comment, s'il n'y a pas trop de bulles. Autrement dit, il faut qu'il ait, avant de commencer le travail, une représentation de son projet. Premier élément. Deuxième élément, il faut qu'il ait déjà une certaine structure des tâches qu'il doit accomplir et de l'ordre dans lequel il doit les accomplir. Parce que pour tapisser une chambre, on ne peut pas, poncer avant d'avoir mis le mastic. Il y a des règles à respecter qui sont structurelles de l'objet. Mais une fois qu'on a respecté ces règles, il y a aussi des procédures personnelles. Il y a l'élève qui va aimer tapisser sa chambre, le jeune qui va vouloir commencer par faire un mur d'une manière très fignolée, puis un mois après, il fera les autres. Il y a celui qui va demander à 3 copains de venir pour pouvoir tout finir en 2 heures. Celui qui, au contraire, va vouloir travailler tout seul parce qu'il aime prendre son temps et que les autres le gênent ou le paralysent. Et ce qui fait l'efficacité intellectuelle, au fond, ce qui fait l'efficacité dans un métier, c'est cette triple capacité à se donner un projet et un critère, à savoir quels sont les passages incontournables pour y parvenir et à connaître la procédure la plus efficace pour soi. Si j'avais à dire ça d'une manière très simple, je dirais au fond que l'acte d'apprentissage pourrait se résumer à un schéma, mais comme tout résumé, c'est forcément simplificateur. À partir d'un projet, la représentation que l'on se donne de critères de réussite. Représentation de critères de réussite. Je veux convaincre quelqu'un, je veux fabriquer une planche à voile. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme critères qui me permettront de vérifier que mon projet est arrivé à exécution, hein? Représentation des critères de réussite. À quoi je saurai que ma planche à voile est bien construite? À quoi je saurai que j'ai convaincu mon interlocuteur? Ce que je peux exprimer en termes très simples en disant « mon projet sera réussi si ». Et le terme, évidemment, essentiel ici est « si ». Pour cela, je dois, alors, je dois, le terme important c'est « doit », nous ne pouvons pas cacher aux jeunes que pour réaliser un certain nombre de tâches et d'objets, il y a des choses dont on ne peut pas se passer. Il y a des passages incontournables, il faut qu'ils le sachent. Je veux dire, c'est la règle, le principe de réalité. Bon. Il doit faire un certain nombre de choses, mais il a aussi une très grande marge de liberté, qui est dans l'ordre des procédures. Pour cela, je dois, et pour y parvenir, je peux. Je peux parce que tout ce que je dois, il y a des tas de manières d'y arriver. Et le mot important ici, évidemment, c'est « je peux ». Et ça, on peut le vérifier dans tous les actes de la vie quotidienne. Enfin, moi j'ai un cours à préparer,
j'ai besoin d'avoir une représentation de ce que sera mon cours s'il est réussi. J'ai besoin de me dire aussi, pour faire mon cours, je dois absolument donner des définitions, etc. Mais j'ai besoin aussi de savoir quelles sont les conditions personnelles dans lesquelles je travaille le mieux. D'identifier si je travaille mieux le matin ou le soir, avec tel type d'outils, en commençant par le plan ou en commençant par les matériaux, en faisant d'abord l'inventaire de ce que j'ai à dire et puis en organisant après ou vice-versa, en travaillant avec des grands schémas que je punaise sur mon mur ou en m'enregistrant en magnétophone. Hein. J'ai une grande marge de manœuvre. Et ce qui fait la réussite, même professionnelle, je veux dire, c'est bien la capacité de mettre en synergie ce système-là. Hein. Le bon professionnel, qu'il soit contremaître, ingénieur, professeur, jardinier, c'est bien quelqu'un qui a des critères de réussite, qui sait où il va, et qui a un projet qui lui permette de donner sens à ces critères de réussite. C'est quelqu'un qui a bien intégré un certain nombre de structures absolument indispensables et qui sont régis par l'objet lui-même qu'il a à travailler, et c'est quelqu'un qui se connaît suffisamment pour parvenir à réaliser cet objet. Mais ce qui me paraît encore plus intéressant que la présentation de ce système, c'est le travail qu'on peut faire avec le jeune sur ce système-là. C'est-à-dire le rôle du formateur, et c'est ce que ne fait pas le prof la plupart du temps, c'est bien de réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que tu veux faire? On se donne des objets, des projets. Donnons-nous des critères. Ce sera réussi si. Bon. Essayons de chercher, voyons des spécialistes éventuellement, voyons des gens, ce qui est absolument indispensable. Et identifions pour chacun d'entre nous quelles sont les méthodologies qui seront les plus adaptées. Il y a là tout ce travail que j'appelais déjà tout à l'heure métacognitif, tout ce travail qui consiste à réfléchir sur soi, que ne fait pas l'école et que vous pouvez effectuer, sur des objets qui ne sont pas des objets scolaires. Alors, en ayant, bien sûr, le souci de rester au plus proche de la réalité des jeunes. Mais il me semble que, même par rapport à des projets apparemment très ludiques, on ne peut avoir d'efficacité, et j'allais même dire de plaisir, parce que le plaisir de la réussite est très important pour le jeune, que si on met en route un processus de ce type. Et peut-être que si vous permettez à des jeunes de retrouver le plaisir de réussir dans des tâches apparemment anecdotiques et banales, voire des tâches non scolaires, vous engagerez chez eux une dynamique qui pourra peut-être pas contrebalancer complètement cette logique de l'échec dans laquelle ils ont été enfermés, mais au moins peut-être faire un peu basculer la fatalité. Moi, je crois que c'est autour de ce plaisir de la réussite qu'il faut travailler. On a souvent mis en valeur dans le domaine de l'animation toute l'importance des relations entre les personnes, du plaisir que l'on prend dans les relations. Moi, je suis bien conscient de ce plaisir et c'est un préalable essentiel au travail. Mais ce qui fait qu'un groupe est un groupe de formation et non pas simplement un groupe affectif où on est bien ensemble, c'est que le plaisir essentiel que l'on cherche, il est dans la réussite d'une tâche et non pas dans la simple contemplation des relations qu'on peut avoir ensemble. Et je ne suis pas pour qu'on renonce au plaisir, je suis au contraire pour qu'on cherche envers et contre tout le plaisir, mais le plaisir d'avoir réussi quelque chose enfin. Et c'est ce plaisir-là qui, si on le retrouve, dégage des dynamiques dont je suis sûr qu'elles peuvent ouvrir à des potentialités considérables chez le jeune. Il y a une question qui, moi, me préoccupe beaucoup et qui est, au fond, quelles sont les conditions pour qu'un jeune profite de quelque chose qui lui est apporté par un adulte. Si vous voulez, on va faire un tout petit détour, rapide. Imaginons n'importe quel type de situation où une personne reçoit des conseils d'une autre personne. Alors on va prendre une situation caricaturale bien connue, le professeur qui est inspecté. L'inspecteur vient inspecter le professeur et lui dit « Monsieur le professeur, tout ce que vous avez fait ne vaut rien. À partir de maintenant, il faut que vous changiez complètement vos méthodes pédagogiques parce que c'était complètement nul.
Alors, quels sont les différents types de modalités de réception de ce conseil? Premier type de modalité de réception, c'est ce que j'appellerais la récusation. Comment ça, cet inspecteur, il n'a jamais mis les pieds dans une classe en tant que prof depuis 20 ans, il n'a jamais vu d'élèves à moins de 20 mètres, il vient me donner des conseils, mais de quel droit vient-il me donner des conseils? Ou alors il m'aime pas, ou je suis une femme, il est un homme, ou vice-versa, donc de toute façon, je ne prends pas en compte ce qu'il vient de me dire. Je ne m'en occupe pas, je récuse son point de vue. Deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse complètement inverse, adoption immédiate. Très bien, monsieur l'inspecteur, vous êtes inspecteur, donc vous êtes beaucoup plus doué et beaucoup plus formé que moi. À partir de demain, j'adopte immédiatement vos positions et je modifie radicalement mes pratiques. Troisième hypothèse, extrêmement fréquente, qui consiste à dire, monsieur l'inspecteur, j'ai parfaitement compris tout ce que vous m'avez dit. La prochaine fois que vous viendrez, je ferai exactement comme vous m'avez dit, mais en attendant, je fais comme avant. C'est ce qu'on pourrait appeler l'adoption alternée. Alors évidemment, j'ai pris ici une situation où il y a un professeur et un inspecteur. Mais prenons une situation où il y a un jeune et un formateur. Le formateur dit au jeune, écoute, excusez-moi le mot, tu déconnes, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu es en train de gâcher ton existence, bon. Récusation, qu'est-ce qu'il y connaît à mes problèmes, lui? Il y connaît rien du tout. Et puis alors, il n'est pas du tout embarqué dans la même galère que moi, puis il m'aime pas, puis s'il dit ça, c'est parce qu'il a des idées toutes faites qui ne sont pas les miennes. Adoption immédiate, ah ben très bien. S'il est formateur et que moi je suis jeune, il a raison. Donc je vais adopter immédiatement son point de vue, ça fera pas long feu. Adoption alternée très fréquente en situation éducative, on nous écoute avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérénité, et dès qu'on a le dos tourné, on fait autre chose. Hein. Je vous ferai remarquer que dans ces trois situations, le sujet ne progresse pas. La seule situation où le sujet progresse, c'est la situation d'interaction. C'est-à-dire une situation dans laquelle ce qui vient d'autrui entre en interaction avec ce qui est au-dedans de celui à qui il s'adresse et travaille avec ça. C'est ce que nous disons dans notre jargon quand nous disons qu'il n'y a d'efficacité dans les relations que quand l'interpersonnel devient intrapersonnel. L'interpersonnel devient intrapersonnel. Quand ce qui était du dehors, je peux le prendre à mon compte, pour moi, au-dedans, le faire travailler avec ce que je suis moi-même, hein, modifier profondément ce que je suis moi-même, hein, de telle manière à évoluer même un tout petit peu. Et quelles sont les conditions pour que l'interpersonnel devienne intrapersonnel? C'est que celui qui me parle, je puisse le reconnaître comme étant un peu moi, sans être pour autant tout à fait moi. Et c'est là où je dirais que ce qui caractérise au fond le formateur, c'est qu'il doit pouvoir exprimer à la fois une différence radicale de fonction avec le jeune, mais que cette différence de fonction, il doit l'exprimer sur une identité de nature. Une identité de nature parce que la psychologie elle-même nous apprend que seul le pair, P-A-I-R, me fait progresser. Je n'accepte de conseil que de celui dont je peux me dire « il me comprend, il est un peu embarqué dans la même galère que moi », je n'accepte de conseil que de celui dont je peux prendre la parole comme pouvant être un peu la mienne. Et c'est ça qui est difficile dans le métier de formateur, d'animateur. C'est que je n'ai pas le droit de faire croire aux jeunes que je suis comme lui, dans une espèce de compagnonnage factice. Hein. Donc je dois assumer ma différence, parce que cette différence, c'est elle qui le fera progresser, parce que sans différence, il n'y a pas d'apport. Mais sans identité, l'apport ne sert à rien. Et c'est ça qui constitue le fondement de l'éducation. Sans différence, je n'apporte rien à l'autre, mais si cette différence ne joue pas sur le sentiment d'une identité, cet apport ne peut pas être pris en compte par l'autre. Et quand je dis ça, vous voyez bien que ça n'est pas réductible à des recettes, que là nous travaillons très profondément sur l'attitude, sur mon attitude par rapport aux jeunes et par rapport à moi, sur le fait que je m'accepte dans ma différence, tout en m'acceptant aussi, d'une certaine manière, son égal.